se retrouve ce soir pour Meetup de l'association OpenStack FR. Ce soir avec un sujet autour de Nova Scheduling. Donc certains connaissent, je ne sais pas si vous connaissez tous Nova, qui est le composant qui permet de gérer la virtualisation dans OpenStack. Donc un composant qui est en clé et puis qui permet d'apporter toute la qualité de service, toute l'organisation des ressources de virtualisation. Donc déjà, ouais, j'ai remarqué ici les mots de passe Wi-Fi. Je ne sais pas si certains besoins. Donc 42 event et event_2015. Voilà, donc 2 interventions ce soir. Le premier, Sylvain Boza, qui est là, qui travaille chez Red Hat, qui va parler des affinités anti-affinités. Donc c'est mythique. Donc Sylvain est développeur de Nova. Et donc il travaille sur la refonte et notamment des projets en cours d'externalisation du scheduler, donc un projet qui s'appelle Gantt. Donc il parlera notamment de ça, mais l'idée aussi c'est de vous présenter ce qu'est Nova Scheduler et les bases aussi. On ne va pas essayer de vous noyer dès le début, donc il va aussi avoir pour mission de présenter le b.a.-ba de qu'est-ce qu'une sales, comment est-ce qu'on peut organiser en région, donc un peu les fondamentaux du placement dans OpenStack. Voilà, et ensuite donc David Tardivelle et Antoine Cabot qui sont là, donc qui font partie d'un institut de recherche BECOM à Rennes. Donc déjà, il faut remercier nos intervenants de ce soir parce qu'ils viennent tous de très loin. Donc Sylvain qui vient de Grenoble et puis David et Antoine qui viennent de Rennes. Donc comme ça, les régions sont bien présentes ce soir. Donc eux qui ont commencé à contribuer dans le cadre de leurs travaux de recherche ou avec les équipes de recherche sur un projet qui s'appelle Watcher qui permet également d'optimiser et qui travaille avec le scheduling OpenStack. Donc ils vont détailler ça. Voilà, donc ce soir, on a 2 sponsors. L'école 42 qui nous reçoit, qui fait la diffusion vidéo, donc merci à eux. Et une société Savoir-faire à Linux avec son représentant Laurent Marie qui paye l'apéritif et cocktail dînatoire après les conférences. Donc notre sponsor va dire un mot. Donc Laurent Marie. Bonsoir à tous, et merci de me recevoir. Donc j'ai la lourde tâche de vous présenter la société Savoir-faire Linux, et ce en 5 minutes. Donc on va faire le maximum. Donc j'imagine que assez peu de personnes nous connaissent ici. Nous sommes une société québécoise d'origine, d'environ 100 experts, qui s'est installée en France en septembre 2014. Voilà, pour la petite histoire. Et nous travaillons donc évidemment sur le domaine des logiciels libres et de l'open source. Et nous avons une particularité, qu'on voyait sur la première page, ce sont les certifications. Voilà, nous sommes, je pense aujourd'hui, la seule société en France dans ce domaine est certifiée ISO 9001 et 14001. De même, nous sommes de gros contributeurs. C'est-à-dire que nous contribuons pour énormément de logiciels. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de parler en public. Je suis un petit peu intimidé. Donc nous contribuons sur de nombreux logiciels, dont évidemment OpenStack, qui est le sujet de cette journée. Donc notre savoir-faire, il est assez large, je dirais, et assez classique. Il va de l'expression de besoins de nos clients jusqu'à la partie évidemment intégration, donc sur différentes briques que l'on a pu voir précédemment. Et puis on va le suivre sur toute la courbe de son besoin, en passant donc par cette intégration, le support technique et évidemment derrière les aspects de formation. Alors nous sommes également des partenaires assez importants de Red Hat. Je vois qu'il y a un représentant aujourd'hui ici. Et nous intervenons pour leur compte chez un certain nombre de clients. Petite slide pour rappeler quelque chose quand même de relativement important et qui me tient à cœur. C'est juste pour préciser que l'informatique, c'est bien, certes, mais c'est aussi au service du métier. Voilà. Donc l'ensemble des métiers que l'on peut toucher aujourd'hui chez Savoir-faire Linux. Et c'est toujours bon de le rappeler. Ce n'est pas seulement de la théorie, c'est également pour des pratiques, pour augmenter pour certaines entreprises leur marge, leur compétitivité. Donc notre métier, j'en ai déjà parlé tout de suite, désolé.
Mais globalement, 3 domaines technologiques avec l'embarqué. Là aussi, c'est une de nos particularités. On intervient beaucoup pour les systèmes embarqués sur des développements avioniques, par exemple, ou alors au niveau de l'automobile. Et puis, bien évidemment, vous le voyez, l'infrastructure avec le cloud, qui est le sujet d'aujourd'hui. Je n'ai pas abordé le sujet, mais on travaille aussi sur des technologies comme Drupal, comme l'Airframe, mais bon, ce n'est pas ce qui nous intéresse pour le moment. Donc voilà, je pense que j'ai réussi à tenir ces 5 minutes. Nous sommes arrivés en septembre 2014 et nous avons déjà à notre actif un certain nombre de références, comme vous pouvez le voir. Donc c'est une société qui travaille bien, qui travaille proprement. Et je dirais que ça rappelle un petit peu les sociétés qu'on pouvait avoir dans le domaine des logiciels libres il y a de cela 10-15 ans, pour ceux qui se rappellent ou qui connaissent, comme Alcove, Idealix. Nous, on revient avec cette partie de contribution et on essaie de contribuer du mieux qu'on peut avec notre personnel québécois au Canada. Voilà, je vous remercie. Je pense que j'ai tenu les 5 minutes. Ok, on va commencer. Sylvain, tu peux venir. Bonjour. Bonjour. Première chose déjà, c'est je crois une des rares fois où je fais une présentation dans un micro. Donc vous inquiétez pas si durant la présentation j'ai tendance à oublier le micro, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui regardent le live stream, écoutez, je vous laisse noter sur l'IRC. Voilà, donc je vais me présenter un petit peu brièvement. Donc je m'appelle Sylvain. Comme on m'a présenté, je travaille pour la société Red Hat. Mon travail est principalement sur le projet Nova, qui est un des composants de OpenStack, à savoir le composant SOAP de l'hypervision. Et puis, en l'occurrence, sur ce projet-là qui est assez touffu, pour ne pas dire très touffu, moi, mon domaine d'activité tourne plus autour de la partie scheduling et SLA. Alors, maintenant que j'ai dit le mot SLA, la vraie question, c'est de dire qu'est-ce qu'un SLA, surtout dans OpenStack, à quoi ça correspond. J'ai pris la définition telle qu'on peut la trouver dans la librairie ITIL. Un SLA, c'est effectivement un accord entre un fournisseur et un client. C'est très générique. Ce qu'il faut vous imaginer, c'est que quand vous demandez quelque chose à Nova pour démarrer une VM, Nova a intérêt à vous le fournir. Là, se trouve le contrat, et aujourd'hui, dans Nova, la partie qui s'occupe de remplir ce contrat, à savoir, je demande une machine virtuelle avec telle caractéristique, c'est le scheduler de Nova qui le fait. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous sont rentrés dans le détail. Ne vous inquiétez pas, on va y aller par la suite. L'idée, c'est qu'on puisse faire un petit peu le tour de ce scheduler Nova, qu'on voit précisément ses différents composants, qu'on comprenne un petit peu de telle façon comment il fonctionne, ses limitations, et puis qu'on voit un petit peu les différents travaux qui ont lieu. Donc, allons voir un petit peu le moteur sous le capot. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une ou deux fois cette image-là. Alors, on peut la trouver sous d'autres formes. Je ne sais pas si j'ai un pointeur. Oui, super, j'ai un pointeur. Vous avez plusieurs composants en fait, dans Nova qui correspondent à différents besoins. Donc, vous avez le composant principal qui va être l'API de Nova, qui va s'occuper en fait d'accepter les requêtes venant du client, qui peut être un client Python, qui peut être d'autres choses, qui ensuite va dialoguer via ce qu'on appelle une queue vers un conducteur, mais qui pourra aussi de temps en temps interroger un scheduler ou d'autres composants. Oups, pardon. Je vous ai dit, c'est une des rares fois où je suis devant autant de monde et avec un micro, ça allait forcément aller faire quelque chose. Et puis donc vous avez la partie que vous avez sans doute dû entendre parler des Nova Compute, qui eux s'occupent de parler aux hyperviseurs. Donc généralement, quand on parle de contrôleur et de compute, le contrôleur va être l'ensemble de ces choses-là, sauf le compute. Le compute qui, lui, sera par contre installé sur toutes vos machines physiques que vous souhaitez déployer avec Nova. Donc intéressons-nous précisément à cette partie scheduler. Le problème quand on parle d'un scheduler, c'est qu'en fait dans Nova, il n'y en a pas qu'un. Il y en a déjà 3. En pratique, vous aurez le filter scheduler. Le filter scheduler qui va fonctionner, je vous laisse deviner, avec des filtres. Vous avez aussi un chance scheduler qui, lui, ne va pas fonctionner avec des filtres,
qui est là plus, entre guillemets, pour être un scheduler simple, qui en fait va tout simplement vous choisir une machine physique parmi toutes vos machines physiques basées sur de la chance, basées sur un algorithme random. Et puis vous aurez le caching scheduler qui en fait hérite du filtre scheduler qui en fait s'occupe principalement de la performance. Je ne vais pas rentrer dans le détail du caching scheduler, on en parle un petit peu plus tard. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez aussi écrire vous-même votre propre scheduler, puisque l'interface du scheduler est simple. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous pouvez développer votre propre scheduler, puisqu'en fait c'est tout simplement une configuration, une variable de configuration à modifier. Intéressons-nous donc du coup principalement au filter scheduler qui est, on va dire, le scheduler principal de Nova. Le filter scheduler en fait fonctionne relativement simplement. Vous avez donc toutes vos machines physiques qui chacune donc ont un service Nova Compute qui tourne. Décidément, excusez-moi. Vous avez le filtre scheduler va en fait passer l'ensemble de vos machines par un ensemble de filtres pour uniquement sélectionner un certain nombre de hosts qui ensuite vont appliquer un mécanisme de poids pour ensuite vous déterminer une liste de hosts pondérés. Et ensuite, à la fin, vous aurez par exemple ce host-là qui sera choisi. Les filtres fonctionnent relativement simplement. Vous avez une liste de filtres qui est à renseigner dans la partie configuration de Nova. Donc là, en l'occurrence, on va choisir tous les filtres. Généralement, vous ne touchez pas forcément ça. Par contre, vous aurez la possibilité d'activer ou de désactiver certains filtres. En l'occurrence, par défaut, vous aurez l'ensemble de ces filtres-là qu'ils seront appliqués. Mais si vous souhaitez, dans la documentation, alors je suis désolé, je m'aperçois que le contraste n'est pas bon, mais là, vous verrez, en fait, vous avez une URL. Vous avez la liste de tous les filtres disponibles dans Nova. Si un filtre particulier vous intéresse, il suffit en fait de le rajouter à cette liste. Et à ce moment-là, ce filtre sera utilisé. On va dire une erreur principale que vous avez généralement quand vous utilisez le scheduler, c'est que vous voyez la documentation, vous vous dites tiens, c'est super, ce filtre-là m'intéresse, mais ça ne fonctionne pas. La première chose à vérifier, c'est déjà qu'il soit dans la liste des filtres qui sont activés. Je vous donne un exemple de filtre. Donc désolé, je vous donne un petit peu de code, mais je vous ai choisi un filtre volontairement simple, de façon à ce que vous puissiez comprendre un petit peu à quoi ça fonctionne. Imaginez-vous que vous avez donc un certain nombre de filtres. Je suis désolé, j'ai des gros pouces. Ça va être compliqué toute la soirée. Vous avez un certain nombre de filtres. Pour chaque filtre, chaque machine va être testée. Donc c'est-à-dire que si vous avez 10 filtres et 100 machines, je vous laisse faire la multiplication des deux, ça vous donne la complexité. Dans le cas par exemple de ce filtre-là, qui s'appelle Exact RAM Filter, chaque machine va passer par cette méthode-là, va aller vérifier grosso modo la flavor. La flavor, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est en fait quand l'utilisateur spécifique il veut une VM de 10 Go de RAM, ça va être ce chiffre-là qui va être vérifié. Et il va vérifier grosso modo si le host en question a exactement 10 Go de libre. S'il a exactement 10 Go de libre, il va dire oui. S'il n'a pas exactement 10 Go de libre, il va répondre faux. Donc c'est comme ça en fait que pour chaque filtre, chaque host soit retourne vrai, soit retourne faux. Dans le cas des poids, ça fonctionne un tout petit peu différemment. Donc vous avez la liste des hosts qui ont été sélectionnés par les filtres. Va s'appliquer un coefficient de pondération qui va amener à une liste qui va être là. Ensuite un tri, ce qui va permettre par exemple dans ce cas-là, vous avez le host 4 qui a le poids le plus faible, qui va donc être le premier à être choisi. En utilisant en fait des poids, vous allez pouvoir jouer justement sur des pondérations en fonction de différents critères que vous voulez. Par exemple, c'est le même principe que pour les filtres. Vous avez une configuration qui dit que vous allez prendre tous les filtres. En l'occurrence, vous en avez deux.
Je ne vous ai pas mis un bout de code, mais l'analogie est la même que pour les filtres. C'est un code qui est relativement simple. Vous pouvez ajouter les vôtres si vous le souhaitez. En l'occurrence, les filtres actuels, par exemple, sur le RAM Whiter, va pondérer vos hosts en fonction de la RAM disponible. Elle va donc préférer les hosts qui ont le plus de RAM disponible. Maintenant que je vous ai expliqué un petit peu comment fonctionnaient les filtres du filter scheduler, je vais rentrer un tout petit peu dans le détail. Je ne vais pas aller au-delà. Je vais juste vous présenter un petit peu l'architecture. Dis-moi. T'es un super questionneur parce que c'est justement dans ma slide d'après. Ah. En fait, la question, c'était comment les computes faisaient pour transmettre leurs données, si j'ai bien compris la question, au scheduler. Ou plutôt, comment le scheduler fait pour connaître les données des computes. Bah justement, je reviens, c'est ma slide suivante. Donc justement, pour répondre à cette question, en fait, il convient de considérer un tout petit peu comment fonctionne le filter scheduler, en regardant un petit peu comment ça se passe dans Nova quand vous souhaitez faire une requête. Je suis désolé, j'ai passé, je crois, à peu près 2h30 pour faire 3 graphes qui étaient désespérément moches, je le dis clairement. Je suis désolé, voilà. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Mais voilà. Donc vous avez, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se décompose en 2 parties pour répondre à la question de comment ça fonctionne, comment le scheduler fait pour connaître les ressources des différents hosts. Ça fonctionne de façon asynchrone. La première étape, c'est que quand le compute lui démarre, dès que vous démarrez un compute, en fait, s'active en fait un service qui va tourner toutes les 60 secondes, qui va appeler un truc qui s'appelle le resource tracker. Alors en fait, ce resource tracker en fait s'exécute sur le compute node, et lui en fait va aller récupérer les ressources données par les hyperviseurs. En l'occurrence par l'hyperviseur, parce que votre compute va fonctionner avec cet hyperviseur-là. Et en fonction de ce que va remonter l'hyperviseur au resource tracker, lui, le resource tracker, il va utiliser un composant dans Nova qui s'appelle le conducteur. Alors, sans rentrer dans les détails techniques, imaginez-vous que c'est un médiateur pour accéder à la base de données, pour éviter que les computes qui sont sur des machines physiques différentes puissent accéder directement à la base de données. On passe par un service intermédiaire qui s'appelle le conducteur et écrivent leurs stats dans la base de données. Donc là, en fait, vous avez un dialogue, on appelle ça, c'est AMQP, en un dialogue qui se passe réseau entre une machine séparée compute et votre contrôleur qui, en fait, va toutes les 60 secondes écrire des données dans la base. Pour l'instant, le scheduler n'intervient pas. Aucun dialogue se passe entre le compute et le scheduler. Et ensuite, quand vous avez une requête qui arrive de boot, votre requête va arriver de l'API. Puisqu'en fait, vous avez un client qui vient taper votre API. Elle va sur le conducteur, puisque le conducteur est quelque part notre moteur qui va nous permettre de faire tourner ça. Le conducteur interroge le filter scheduler en lui demandant de lui sélectionner des destinations. À ce moment-là, le filter scheduler interroge le host manager pour avoir la liste des hosts à interroger. Lui, ce host manager se connecte à la base de données pour remonter tous les hosts. Et à ce moment-là, gros doigt encore, voilà. Et à ce moment-là, vous avez les filtres et les poids qui seront appliqués. Et une fois que vous aurez les filtres et les poids qui seront appliqués, ça va retourner au conducteur qui va retourner une réponse à l'API. Ce mécanisme-là, ce qu'il faut bien le comprendre, c'est que du coup, vos ressources qui auront été écrites dans votre base de données par le compute node précédemment, c'est asynchrone. Donc vous avez potentiellement des cas où vous aurez de l'écriture qui sera faite sur votre base de données, des événements qui vont se passer sur le compute node, mais lorsque le scheduler va les lire, il ne sera pas forcément au courant. Sachez-le, le scheduler est fait et designé de telle façon qu'il n'y a pas de dialogue direct entre le compute et le scheduler. On reviendra plus tard sur les limitations, j'y reviendrai un peu plus tard. Voilà. Mais donc en fait, ça se passe par, grosso modo, vous avez le host manager qui se connecte à la base de données pour reprendre toutes les stats qui ont été écrites par les compute nodes.
je fais une petite digression sur le caching scheduler que je vous ai mentionné. Le caching scheduler qui en fait se base sur le filter scheduler, qui est un autre scheduler. En fait, lui vous coupe totalement cette étape de host manager, puisqu'en fait, il garde en mémoire en fait les informations. Ça vous sert en fait à avoir des ressources qui sont, on va dire, vous pouvez plus rapidement, ça vous évite de passer par une base de données, au prix du fait que vous avez potentiellement des ressources qui sont mauvaises, puisqu'à ce moment-là, on va pas, comme c'est un cache, en fait, le cache peut être périmé. Voilà, c'était un petit aparté. Maintenant que je vous ai précisé un peu plus, maintenant que je suis rentré un peu dans le détail, on va souffler un tout petit peu, parce que je comprends que c'était assez compliqué. Et on va aller plus sur la notion d'utilisation du scheduler. Pour utiliser le scheduler, généralement, donc vous avez des filtres. Mais il y a aussi des composants, des concepts dans Nova qui sont relatifs au scheduler et qui vous servent à diviser votre cloud pour pouvoir faire du choix. Je vais rentrer un peu plus en détail, c'est ce que j'ai appelé diviser pour régner. Le titre n'est pas de moi, hein, mais je l'ai repris d'une très bonne présentation qu'il y avait sur un summit précédent. Mais l'idée, c'est de pouvoir en fait permettre à vos utilisateurs d'avoir des choix de placement que vous allez maîtriser, vous, opérateurs. Quelle sorte de ségrégation on peut faire avec Nova? C'est-à-dire, quand vous avez un énorme cloud, comment est-ce que vous pouvez diviser votre cloud? Vous pouvez le diviser de deux façons, physiquement et virtuellement. Physiquement, c'est tout simplement, vous avez des data centers différents, auquel cas, vous allez utiliser des régions. Vous pouvez aussi avoir des gros déploiements, auquel cas, vous allez utiliser une notion de sales. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Vous pourrez aussi créer des groupes de machines via des agrégats ou des availability zones. Tout ça, ça correspond tout à de la configuration physique, parce que c'est soit à l'échelle du data center, soit à l'échelle de la machine. Par contre, vous avez peut-être éventuellement envie d'avoir de la ségrégation en fonction de vos instances elles-mêmes. Par exemple, si vous voulez pouvoir dire que vous voulez placer tel VM au même endroit que tel autre, ou au contraire, si vous voulez placer tel VM, surtout pas sur la même machine qu'une autre. Et à ce moment-là, ça va être la notion de server groups. Rentrons un peu plus dans le détail. Les agrégats, c'est quoi dans Nova? Les agrégats, c'est un concept de groupe de hosts. Un agrégat, c'est un groupe de plusieurs machines physiques, de plusieurs compute nodes. Les utilisateurs, les simples end-users ne le voient pas. C'est vous, opérateurs, qui choisissez via une API, via une interface de Nova qui n'est pas visible pour les end-users, de inscrire telle ou telle machine dans cet agrégat. L'intérêt, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir taguer vos machines avec, on va appeler une metadata. Ça va vous permettre en fait de faire de l'union de machines, entre guillemets, ou de la division de machines en fonction de vos métadatas. Ces métadatas, le but, c'est, imaginez-vous des clés valeurs, elles vont pouvoir être directement utilisées par un ensemble de filters. Par exemple, je viens un peu plus tard, je vous donne un exemple. Si vous voulez, il y a un filtre qui s'appelle Aggregate Instance Extraspec Filter. Si vous souhaitez, alors ce nom un peu barbare, mais si vous souhaitez faire un choix de machine en fonction de paramètres donnés dans une flavor, vous allez pouvoir. Je vais vous donner le scénario. Imaginez-vous, vous créez un agrégat. Donc ça, vous êtes admin. Ça, cette commande n'est pas disponible pour un user. Vous faites un Nova, je suis désolé, je m'aperçois que c'est très petit pour ceux du fond, ça va être compliqué. Mais la commande est Nova Aggregate Create, le nom de l'agrégat, éventuellement l'availability zone. Vous allez créer un agrégat qui va s'appeler FastIO. Vous allez lui rajouter une metadata à cet agrégat. Vous allez mettre SSD égale à true. Ça, c'est vous qui la mettez. Si vous avez envie de mettre Tartampion égale truc muche, vous le pourrez. Derrière, ce que vous allez faire... Ouais, bien joué, mais je pense pas que ça va fonctionner. Derrière, vous allez pouvoir ajouter des hosts à cet agrégat. Donc, à la fin, vous allez avoir un agrégat qui va s'appeler, là, dans cette occurrence, FastIO,
qui aura une métadonnée qui va s'appeler SSD égale à true, et qui aura un node qui va s'appeler node 1. Pour l'instant, vous n'avez rien fait de plus que mettre un agrégat et de la noter. L'idée, grâce à ce filtre, qui n'est pas disponible par défaut, je le précise, il faut le rajouter dans la partie configuration de Nova, ce que je vous ai mentionné, vous allez pouvoir en fait faire le même principe sur les flavors. Donc les flavors, vous savez, c'est le choix que vous avez quand vous voulez choisir de booter des VM. Vous allez choisir de booter une VM avec M1 large, M1X large, etc. Si par exemple vous créez une flavor que vous appelez SSD.large, vous lui renseignez, vous lui dites que la flavor, elle va créer des instances avec 8 Go de RAM, 80 Go de disque et avec 4 vCPU. Jusque-là, on crée une flavor. Si on lui rajoute une clé à cette flavor qu'on va appeler set SSD égale à true, à ce moment-là, ce filtre va sélectionner les hosts. Quand l'utilisateur bootera sur cette flavor, va sélectionner uniquement les hosts qui feront partie de l'agrégat, qui aura la même donnée SSD égale à true. Je ne sais pas si vous voyez l'intérêt que vous pouvez avoir. Si par exemple vous avez des machines hétérogènes, vous souhaitez par exemple dans cet exemple-là utiliser des machines avec des disques SSD pour certains utilisateurs, ou si vous voulez éventuellement faire payer vos utilisateurs en fonction de vos flavors, vous allez pouvoir taguer votre flavor que vous allez appeler SSD.large. Vous serez certain que si l'utilisateur démarrera avec la flavor SSD.large, vous serez certain que le host contiendra une SSD, à condition évidemment que vous ayez bien mis le host avec la SSD à l'intérieur. Mais voilà, c'est le but en fait, c'est le but du filtre, c'est de pouvoir vous permettre en fait de mapper des informations qui seront lues dans l'agrégat. En l'occurrence, là les informations, ça sera la metadata SSD égale à true. Parlons un peu des... Ouais. Je peux faire passer le micro. Ah mais du coup, je vois plus mon chrono. Bonsoir. Je voudrais savoir en fait si les filtres s'appliquent les uns après les autres. Enfin, genre si j'ai 10 filtres, tous les filtres doivent enfin... C'est une très bonne question que j'ai oublié de mentionner. Effectivement, dans la configuration, vous avez la liste... En fait, dans la conf, dans la configuration que je vous ai mentionnée juste avant, hop, je la remets rapidement. Dans la configuration, en fait, la liste est lue du premier à la fin. Après, ça va pas spécialement... On parle de notion ensembliste. Enfin, si les filtres se recoupent, ça va fonctionner. Si les filtres ne se recoupent pas, ça va pas changer. Ce qui peut être utile, c'est que généralement, si vous savez que vous avez un filtre qui est très agressif, mettez-le en premier. Voilà. Parce qu'effectivement, ça va vous réduire très rapidement votre complexité. De flavor, il faudrait mieux le mettre en premier plutôt que... Oui, par exemple. Je pense pas forcément au flavor. Je pense, vous avez par exemple, on a tendance à dire que déjà le RAM filter qui vérifie la RAM et le CPU filter, eux, il faut impérativement les laisser en premier. Vous avez aussi un qui va vérifier les services, qu'on appelle le compute filter, il faut le laisser en premier. Après, c'est en fonction de vous, votre déploiement. Donc après, ça peut être soumis à bench, ça peut être soumis à différentes choses. Il faut le savoir effectivement que les filtres vont être fonctionnés les uns après les autres. Tout à fait. D'accord, merci. Et donc les availability zones. Avant d'attaquer sur les availability zones, je ne sais pas si certains d'entre vous font de l'Amazon Web Services. Est-ce qu'il y en a qui font de l'Amazon Web Services? Ok. Alors pour ceux qui ont levé la main, oubliez tout ce que vous savez sur Amazon Web Services. D'accord? C'est source d'énormes confusions parce qu'on a tendance à penser, et je le rencontre tous les jours, que les availability zones de Nova sont la même chose que les availability zones de AWS. C'est pas du tout le cas. Je ne sais pas qui est-ce qui a nommé les availability zones chez Nova, parce que je crois que c'est Amazon qui l'a inventé en premier. Je crois que ce jour-là, il aurait mieux fait de s'abstenir, mais c'est comme ça. Une availability zone dans Nova, c'est quoi? C'est un groupe de hosts. C'est pas un data center, c'est rien d'autre. Je vais m'arrêter là. C'est un groupe de hosts. La seule différence avec un agrégat, c'est que ça va être visible par vos utilisateurs. Voilà. En pratique, qu'est-ce que ça va changer pour Nova? Rien du tout. C'est-à-dire que vous avez une métadonnée spécifique sur l'agrégat qui va s'appeler availability zone égale truc muche, mais ça reste un agrégat.
Le fait qu'il ait cette métadonnée qui s'appelle availability zone égale AZ1 va faire que cet agrégat va être visible par l'utilisateur. C'est le seul intérêt. Après, il y a des petites subtilités à savoir. C'est qu'un host peut faire partie de plusieurs agrégats, mais un host ne peut faire partie que d'une seule availability zone. C'est la petite subtilité que vous devez le savoir. De toute façon, si vous essayez de mettre un host qui a déjà une availability zone de CT dans un autre agrégat qui a une availability zone, ça ne va pas fonctionner. L'API va vous l'empêcher. Mais le gros intérêt, c'est que du coup, vous avez un filtre dédié qui s'appelle availability zone filter. Et cette commande-là, nova boot availability zone availability zone AZ1 myVM, ça, c'est directement disponible, c'est explicite pour l'utilisateur. Je parle bien du end user, pas de l'opérateur. Donc, l'idée, c'est que du coup, vous permettez du coup à votre utilisateur d'avoir connaissance de votre topologie et de pouvoir, lui, choisir ses propres déploiements. C'est un intérêt. Les serveurs en groupe. Les serveurs en groupe, rappelez-vous, je vous ai dit, c'est pas physique, c'est virtuel. Donc, c'est des groupes d'instances. En pratique, c'est user-facing. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une API où vous allez créer votre serveur groupe. C'est-à-dire que vous allez faire une commande Nova server group create. Nom de mon serveur groupe. Vous allez avoir un UID, vous allez avoir un ID de serveur groupe. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez une métadonnée. C'est le même principe qu'un agrégat. C'est la même abstraction qu'un agrégat. Vous avez une métadata associée à ce groupe-là. Mais dans ce cas-là, on va l'appeler une policy. Aujourd'hui, dans Nova, ça ne sera peut-être pas forcément le cas dans le futur, mais dans Nova, il y a deux policies qui existent. L'availability, l'anti-affinity et l'affinity, qui correspondent à deux filtres. À quoi ça sert ? Ça sert tout simplement à faire ça. Ça sert à faire un Nova Server Group Create, -- policy anti-affinity group 1. Si ensuite, vous faites un Nova Boot -- int de mon groupe égal mon serveur groupe que j'ai créé, de ma VM, elle va se trouver dans ce groupe-là. Il ne va rien se passer si c'est votre première VM. Puisque vous avez mis un groupe virtuel, vous rajoutez une instance, dans un groupe qui a une policy, il ne va rien se passer. Si par contre vous faites exactement la même commande sur la deuxième VM, si on est dans le cas d'une anti-affinity, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, je suis d'accord, il faut le micro, ça va être compliqué. Si vous créez un groupe anti-affinité et que vous mettez deux VM dedans, vous aurez la certitude que ces deux VM-là seront sur deux hosts différents. Si à l'inverse, vous faites un groupe avec une policy d'affinité, vous aurez la certitude, c'est une certitude, que vos deux VM seront sur le même host. Quand je dis certitude, ça peut être problématique. Ça veut dire que si vous créez... il faut que vous ayez la capacité que votre host puisse accueillir ces deux VM-là, ou 3 VM ou 4 VM. C'est pas un poids, c'est un filtre. C'est-à-dire que si un host ne permet pas de créer la deuxième VM, il va échouer. Sachez-le, ça peut être source de confusion. Mais voilà, l'idée c'est que vous allez pouvoir en fait dire uniquement par rapport à vos VM, si vous voulez qu'elles soient sur un même host ou sur un host différent. Dans Nova, il n'y a pas de notion de topologie physique, il n'y a pas de notion de rack, de data center ou autre. Dans Nova, le seul niveau de ségrégation que tu peux avoir, c'est le host. Il y a un deuxième niveau de ségrégation qui s'appelle la cell, mais c'est dans ma slide juste après. Mais c'est vraiment plat. C'est-à-dire, tu prends ton data center, tu as tes hosts, tu fais tes agrégats ou tu fais différentes choses. Du coup, tu peux pas faire d'affinity et anti-affinity sur des AZ plutôt que sur des hosts ? Je pensais que c'était possible. Non. Impossible aujourd'hui. Non. Les anti-affinity et affinity, c'est uniquement sur des instances. Sur des hosts. Tu dis que tu veux mettre deux instances sur le même host, mais si je veux juste que deux instances soient dans la même AZ ou pas dans la même AZ. C'est pas implémenté aujourd'hui. C'est libre à toi, hein, si tu veux. C'est prévu. Des gens en parlent ou pas du tout ?
ce que j'allais te répondre, c'est qu'en fait, en fait tes affinités, tu les fais au niveau groupe, tu les fais déjà avec les filtres actuels, soit les availability zones, si tu veux les exposer pour l'utilisateur, soit via les agrégats. Si tu veux dire que telle instance, tu veux être certain qu'elle ne soit pas sur ce groupe de machines, bah, tu tags tes agrégats avec des métadatas qui sont pas explicites, qui sont opposés, c'est-à-dire SSD égale à true pour un agrégat, SSD égale à false, tu seras certain que les deux vont mutuellement s'exclure. C'est une solution de déploiement. Enfin, tout ça pour dire que du coup, ouais, ça me paraît... Aujourd'hui, par contre, ce que je peux dire, c'est que ce qui est prévu pour la prochaine version, c'est qu'ils sont en train de travailler sur des poids et pas sur des filtres d'affinité. Parce que ça peut être problématique. Ils essaient de travailler sur de la soft affinité et pas de l'affinité pure et dure. Parce que quand tu veux dire que tu es certain que toutes tes instances soient sur ce host-là, c'est quand même assez velu, quoi. Faut en vouloir. Il faut être certain que ton host il puisse le supporter. Les sales, voilà, ça veut tout dire. Sincèrement, je sais qu'on vous avait promis qu'on allait vous en parler. J'ai pas vraiment envie, tout simplement parce que si vous mettez les mains dedans, ça va pas être bien pour vous pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est expérimental. Je crois que je l'ai suffisamment dit. C'est-à-dire, pour être totalement franc, tout ce qui est possible de faire dans Nova n'est pas possible de faire avec les sales. Et on en découvre constamment. On découvre constamment des bugs avec les sales dans Nova parce que l'implémentation qui est faite aujourd'hui dans Nova n'est pas forcément bonne. On l'avoue, c'est comme ça. Donc si vous utilisez les sales, généralement, il faut que vous ayez un dimensionnement très conséquent, des personnes qui soient prêtes à travailler dessus. Enfin, c'est vraiment sur des équipes d'opérations qui sont très précises. C'est le CERN, par exemple, qui a beaucoup de machines. C'est Rackspace qui a énormément de machines. C'est vraiment sur des déploiements très, très, très forts. Puis la deuxième raison, c'est que si vous faites vraiment cet effort-là, ça ne servira à rien. Parce que pour ce qu'on a commencé à faire sur Kilo, et ce qu'on va continuer à faire, Kilo c'est le nom de la release actuelle, et ce qu'on va continuer à faire pour Liberty, qui est la prochaine release, on va travailler sur la version 2 des Cells, qui là, par défaut, un déploiement d'OpenStack sera Cell. C'est-à-dire que vous allez commencer avec une Cell par défaut. Si vous avez envie d'avoir une deuxième Cell, vous la rajouterez. Vous n'aurez pas besoin d'aller faire un setup spécifique, compliqué, etc. Une Cell, je vais juste m'arrêter là, c'est quoi? C'est un groupe de hosts avec une base de données spécifique et une file de données spécifique. C'est-à-dire qu'en fait, vous aurez tous vos services, en fait, vous allez dupliquer quelque part votre contrôleur. Vous allez avoir plusieurs contrôleurs, par exemple, dans plusieurs data centers différents, et vous aurez uniquement le composant d'API, le composant le top, qui lui va parler à plusieurs sous-contrôleurs. Ça va vous permettre en fait de cascader votre déploiement d'OpenStack, ce qui aujourd'hui n'est pas possible, ce qui est possible expérimentalement parlant avec beaucoup de souffrance. Voilà. Je vous ai laissé le lien sur le manifeste Cells V2. C'est pas du tout technique, hein. Vous pouvez cliquer dessus. Voilà, vous allez voir un petit peu les motivations qui sont dessus. Pour être totalement franc, Cells V2, c'est un très très gros projet que Nova va démarrer et sur lequel on mise beaucoup parce que ça fait partie des choses qu'on a besoin de faire. Pardon ? Non. Là, en fait, quand je parle de Kilo, c'est qu'en fait, on sort de 6 mois de développement sur la version qui est en train de sortir là en mai. Enfin là, elle va sortir là ces jours-ci. Le 30. Voilà. Donc là, on a travaillé 6 mois. On a plus, là, sur ces 6 mois, dans le cas de Cell, c'était plus de voir qu'est-ce qui était possible de faire. Les 6 prochains mois, ça va être des premiers développements pour faire ça. Honnêtement, la version qui va sortir dans 6 mois pourra peut-être faire certaines choses, mais très peu. Je pense qu'il va falloir encore attendre un prochain cycle. Donc, quelle limitation au scheduler ? Je vais me dépêcher parce que j'en suis à 32 minutes. Alors, j'ai pris un peu l'angle de dire quelle limitation, sous-entendu, quels sont les problèmes qu'on a. La première preuve qu'on a, c'est que, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de démarrer des VM avec OpenStack. Je crois le nombre de fois où les gens disent j'ai un no-valid host, qu'est-ce que je fais ? Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu une exception no-valid host. Si oui, levez la main. Voilà.
Ou plutôt la question, qui a été opérateur et n'a jamais rencontré un jour des no-valid hosts? Le problème, c'est quand vous avez ça, c'est très compliqué. Leçon numéro 1, quand vous faites ça, vous activez le debug dans le NovaConf. Oui, je sais, c'est moche. Oui, vous êtes opérateur. Oui, vous hurlez parce qu'on active le debug dans OpenStack et c'est très très bavard. Je sais, c'est un vrai problème. Mais aujourd'hui, si vous voulez honnêtement troubleshooter un problème de schedule, le seul moyen que vous avez, c'est d'activer le debug. Parce que sinon, vous saurez juste le filtre. Oui, on va juste vous dire que le filtre, il a retourné 0 host, mais vous ne saurez pas pourquoi. Preuve numéro 2, est-ce que vous aimez les race conditions? Alors, est-ce que vous aimez les courses? Oui, vous aimez les courses de chevaux, de voitures, de ce que vous voulez. Est-ce que vous aimez les race conditions? Ça, je suis un peu moins certain. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Vous vous souvenez, le compute envoie périodiquement ces informations toutes les 60 secondes. Ça, c'est un sacré problème. Et puis, si vous voulez, pour le même déploiement, avoir 2 schedulers, vous pouvez le faire. Ça va marcher, mais c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée parce que ça va marcher tant que tout va bien. Mais à partir du moment où vous allez avoir des machines qui vont être un peu juste en espace, en fait, les deux vont se marcher sur les pieds. Et du coup, vous allez avoir des race conditions. Donc, vous pouvez en avoir plusieurs. Oui, ça fonctionne. Assurez-vous que votre capacité est capable de le soutenir. Si vous avez des capacités qui ne vont pas être très bonnes, je vous déconseille d'en avoir un. Typiquement, dans le cadre d'un très gros déployeur qui est la société Rackspace, ils ont fait le choix de n'avoir qu'un seul scheduler par data center. C'est dur à entendre quand on travaille sur le scheduler, mais c'est la vérité. Preuve numéro C, la performance du scheduler. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont commencé à faire des benches sur le scheduler. Vous pouvez le faire. En gros, pour vous donner un ordre d'idée, si je ne dis pas de bêtises, je crois au-delà de 1000 instances bootées simultanément, ça ne marche pas. Pour un projet qui s'appelle OpenStack, qui a pour vocation d'avoir des déploiements qui puissent être de 1 à 1 million, le scheduler est un élément de performance qu'il faut prendre en compte. Le problème, c'est principalement que le scheduler scale, alors, il passe à l'échelle par requête, c'est-à-dire que si vous avez 1 million de requêtes simultanées, ça va être 1 million de fois plus compliqué qu'une seule requête, plus long, enfin, on va dire ça va être exponentiel. Et j'ai noté encore une fois le caching scheduler qui peut être utile parce que justement, en fait, ça va réduire vos nombres d'appels de base de données, donc ça peut passer l'échelle. Mais au prix du fait que vous aurez plus de réessais, puisque si une requête ne marche pas parce que, entre autres, le scheduler n'a pas les bonnes données au bon moment, on va réessayer, on va réessayer, on va réessayer. Donc vous avez un nombre d'essais qui sera plus important. À faire attention. Et puis la dernière preuve, c'est la dette technique. Alors, si vous ne travaillez pas sur le scheduler, je vous demande juste de me croire sur parole. C'est compliqué. C'est compliqué parce que, vous rappelez-vous du graphe, ça part un peu dans tous les sens à un moment donné. Parce que typiquement, les interfaces entre le scheduler et les autres composants de Nova, ça ne fonctionne pas très bien. Parce qu'il y a des choses qui ont été rajoutées au fur et à mesure. Et puis parce qu'on a un phénomène qu'on appelle les claims. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est le fait que le compute node, quand il démarre une VM, comme il ne peut pas forcément updater l'information dans la base de données, il va créer un objet en mémoire qui va l'appeler un claim. Et cet objet en mémoire-là, si par exemple le compute redémarre, ça n'a pas fonctionné. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, je n'ai pas beaucoup le temps. Mais voilà, en gros, il y a beaucoup de soucis. Du coup, qu'est-ce qu'on a travaillé sur Kilo? Qu'est-ce qui va sortir dans les 2 prochaines semaines? Pas grand-chose. Non, en fait, pas grand-chose de visible. Pas grand-chose de visible parce que principalement, voilà, l'axe ça a été, c'est avant de rajouter des fonctionnalités, il faut peut-être déjà mettre un gros coup de collier pour réparer des choses qui n'étaient pas bonnes. Donc on a beaucoup travaillé sur plusieurs choses. C'est comment les filtres font pour récupérer les informations du host manager. Parce qu'avant, certains filtres allaient directement taper dans la base de données Nova, c'était pas bon. On a refactoré les tests parce que c'était n'importe quoi. On a séparé des concepts parce que si vous voulez, vous pouvez avoir plusieurs compute nodes par service. Un service, c'est un Nova Compute. Enfin bref, c'était un peu compliqué. Et puis on a fait un nouveau client. C'est pas sexy, hein, j'en conviens. Je dis pas que c'est sexy, mais voilà. Sachez qu'il y a plein de gens qui travaillent dessus. Il y a certains gens qui travaillent dessus. Et on commence à voir le bout du tunnel. Qu'est-ce qu'on appelle le client pour le scheduler? C'est quoi en fait?
Pour l'instant, c'est pas quelque chose de visible end user. Ce que moi j'appelle le client du scheduler, c'est Nova. En fait, quand il allait interroger le scheduler, il l'interrogeait comme ça en appelant telle chose, sans vraiment avoir une interface propre pour dire OK Nova, Nova dit au scheduler s'il te plaît, je veux ça. On a travaillé sur créer une interface. Mais oui, effectivement, scheduler client, c'est pas au sens Python client. À terme, on y reviendra. C'est dans mes prochaines slides, peut-être que ça deviendra un Python client, ou pas. Plein de teasing. Donc ce qu'on espère pour Liberty. Donc Liberty, c'est le nom de la prochaine release. Voilà, ça s'appelle Liberty, ça s'appelle pas Lemming, c'est comme ça. Me demandez pas pourquoi. Enfin, il y a plein de gens qui ont voté pour Liberty, moi y compris. C'est pas grave. Donc la prochaine release qui va sortir donc du coup dans 6 mois. Déjà, ça va commencer à... Déjà, le problème, c'est qu'on n'a pas encore fait le Design Summit qui est en mai, fin mai. Donc tout ça, c'est tout sujet à discussion. Si je montre ça à mes copains, ils vont pas être contents parce qu'ils vont dire tu as parlé des choses qu'on n'a pas encore mis d'accord. Donc c'est entre parenthèses. Entre parenthèses, ce qu'on prévoit, c'est de retravailler encore sur la réduction de dette en nettoyant une bonne fois pour toutes ces interfaces-là, ces techniques. Ce que je vous ai dit sur les fameux logs, pour vous, opérateurs qui en avez marre d'aller troubleshooter pourquoi le scheduler ne fonctionne pas, c'est une priorité. On va travailler sur ces logs-là. On va travailler sur un truc qui s'appelle le Shared State Scheduler, qui est en fait le fait de pouvoir passer l'échelle avec le scheduler, d'en avoir plusieurs, multiples schedulers. Et puis, on va travailler pour... en fait, je m'aperçois qu'en fait, ce qui est bien avec ce conf, c'est que ça me permet de voir les choses que j'ai oubliées. Le scheduler permet d'avoir des allocation ratios, c'est-à-dire quand vous dites qu'un host, en fait, il a 1 giga de RAM, avec une allocation ratio de 16, en fait, il n'a pas 1 giga de RAM, il en a 16. Le problème que vous avez sur ces allocation ratios, c'est qu'en fait, c'est le scheduler qui est défini, donc tous vos hosts, ils auront tous le même allocation ratio. C'est-à-dire, si vous dites un allocation ratio de 16, tous vos hosts, qu'ils soient avec des grosses workloads ou avec des petites workloads, leur RAM va être multiplié par 16, leur CPU va être multiplié par 16. Donc ce qu'on essaie de travailler, c'est de le faire par compute node, ce qui me paraît beaucoup plus logique. Et puis enfin, ce qu'on est en train de travailler sur splitter le repository du scheduler. Ouais, t'as dit quoi? Super transition, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, le manifeste pour un better scheduler, 40 minutes, là je suis hors délai, je vais aller rapidement. On m'a promis du SL avancé, pour l'instant j'ai pas grand chose. Je vais rajouter des petites histoires. L'histoire c'est, je ne sais pas si vous connaissez la métaphore du troupeau de vaches contre les animaux de compagnie. Dans le cloud on a l'habitude de dire qu'on n'a pas des animaux de compagnie, on a un troupeau de vaches. Une vache elle est malade, on la tue. Une VM elle est malade, on la tue. C'est pas tout à fait vrai. Maintenant, on s'aperçoit que même si Amazon il dit ça, monsieur Amazon il n'a pas forcément raison. Il y a des fois, il y a des VM qu'on aimerait bien que si elles sont malades, on puisse les réparer ou on puisse faire quelque chose avec. Si le host il est malade, je vais pas tuer ma VM, je vais migrer ma VM. Et si possible, je vais le faire automatiquement. Donc on s'aperçoit qu'il y a des petites problématiques. On voudrait pouvoir mettre des policies pour dire ouais mais attends, plutôt que de mettre de l'affinity, de mettre de toujours vivant. Si je démarre une VM en étant en mode toujours vivant, je vais être certain que si mon host il a des soucis, que ma VM elle soit automatiquement migrée. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Il y a l'histoire aussi de l'affinité. C'est bien, mais je veux pouvoir par exemple faire une VM qui démarre du volume, mais si elle démarre du volume, du coup j'ai plutôt intérêt à ce que ma machine physique elle soit juste à côté de ma BSAN. Ça me paraît logique, parce que du coup, je vous dis pas le trafic réseau. Pareil, si je veux démarrer avec une bandwidth de 1 giga, si par exemple je veux avoir un pod mais pas forcément sur les mêmes machines pour des questions de redondance, tout ça pour dire que ce qui est bien avec le scheduler, ce qui est très bien avec le scheduler, c'est qu'il sait très bien faire du Nova. Faites du scheduler avec du Cinder, donc la partie volume ou la partie réseau qui s'appelle Neutron, ça fonctionne pas parce que chaque projet a son scheduler à lui et ils se parlent pas entre eux. Et ce qu'on aimerait bien, c'est que les projets entre eux se parlent. Ce qu'on aimerait bien aussi, c'est par exemple, je sais pas, si vous voulez pas compter vos PCI, si vous voulez pas compter, je dis n'importe quoi. Si vous savez que vous avez des choses que vous voulez pas compter, le compute node il est bête, lui il compte tout. Vous avez envie de pouvoir dire sur ce cloud là, je vais sélectionner uniquement certaines choses, certaines ressources que je vais updater ou pas. Ça serait bien que ce soit tout modulaire. Et puis par exemple, moi j'ai développé un nouveau truc parce que je sais pas, je veux compter les prunes que j'ai sur mes compute nodes.
je veux développer rapidement un petit truc pour compter mes prunes. Aujourd'hui, c'est très compliqué de le faire avec le scheduler. On veut le faire de façon modulaire, extensive. Et puis, je reviens sur AWS. Un truc qu'on nous dit, c'est que je vais pouvoir faire de la spot instance. C'est-à-dire, je veux pouvoir choisir le moment où je vais démarrer ma VM parce que ça va me coûter le moins cher. Ou, par exemple, je vais pouvoir démarrer mes VM un peu plus tard. Faites du Nova, c'est pas possible. Si vous démarrez la VM, vous la démarrez maintenant. On voudra rajouter un petit composant. Tout ça pour dire que du coup, et là je vais terminer là-dessus, tout ça pour dire que du coup, ce qu'on voudrait aller sur Liberty, au-delà de ce que je vous ai présenté, c'est on a besoin d'augmenter un petit peu ce qui est dans le scheduler. On sait qu'on a plusieurs soucis. On a un problème de vélocité, de développement, etc. La grande question, au-delà de ces features que je vous ai montrées sur Liberty, la grande question qui va nous occuper sur Vancouver, ça va être de dire comment est-ce qu'on peut faire pour s'occuper de tout ça. Et du coup, on a démarré un truc qui s'appelait Gantt. En pratique, on patine un peu dans la semoule parce qu'il y a des grosses dettes techniques, les interfaces sont pas claires. Là, notre vraie préoccupation sur le summit qui va être dans un mois, j'ai du boulot, ça va être de voir un petit peu quelle va être la direction que va prendre le scheduler plus tard et comment on va faire du cross-project scheduler. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire des choses qui soient plus intelligentes que pas que du Nova. Tout ce que je vous ai présenté avant. Et là, voilà. Aujourd'hui, j'ai mis des points d'interrogation. Est-ce qu'on va couper le code du Nova Scheduler qui, en fait, est dans un coin de Nova? Est-ce qu'on va le faire un projet à part entière qui va s'appeler Gantt? Est-ce que ça va rester dans Nova, mais avec des garanties qu'on va pouvoir itérer rapidement sur le code? C'est une vraie question mark, c'est une vraie question importante qui va être résolue. Et comme je suis dans la boucle, je vous le dis, on est une petite équipe, 6-10 personnes à peu près. Maintenant, voilà, si vous avez envie de vous mettre un petit peu, le scheduler n'est pas forcément le composant le plus compliqué à se mettre dans Nova, mais n'hésitez pas. Si vous avez envie de contribuer un petit peu, je suis là. Vous aurez mon IRC en début de présentation, vous pouvez me contacter. Et voilà, si vous avez envie de contribuer à un projet dans Nova, sachez que le scheduler peut être une bonne chose. Question, je sais que je suis hors sujet de 4 minutes. Je suis désolé. Merci. Bonsoir. Est-ce que avec un futur dans les améliorations du scheduler ou même avec Gantt, on pourra réserver des ressources? Par exemple, si je veux lancer un cluster de 20 instances avec de l'anti-affinité, donc je veux les lancer une par une, mais je ne veux pas qu'au bout de la 19e instance, ils me disent « Ah, bah non, j'ai plus de place, donc on annule tout ». Est-ce qu'il sera possible de faire ça, de la réservation ? La réponse officielle, c'est oui, on va le prévoir. La réponse officieuse, c'est qu'il y a eu des projets qui ont fait ça. J'en ai fait un qui s'appelait à l'époque Blazar, qui avant s'appelait Climate, qui visait à faire de la réservation dans OpenStack. En pratique, ça n'a pas très bien fonctionné. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu cherches un truc qui s'appelle Blazar dans OpenStack, tu vas le trouver. C'est un POC qui fonctionne, qui permet de dire, par exemple, je vais réserver des machines physiques avec des baux. C'est-à-dire, tu vas dire, je vais réserver de telle date à telle date, telle machine physique. Et cet ID de bail, je vais pouvoir le donner à mes utilisateurs. Comme ça, je vais être certain qu'ils vont pouvoir démarrer des VM durant ce bail de temps. Ça existait. En pratique, ça n'a pas bien fonctionné parce que je crois que j'ai plusieurs fois dit que la dette technique dans Nova, elle est terrible. Et en pratique, le problème, c'est que nous, on a pris le problème du mauvais angle, c'est-à-dire qu'on a fait un projet au-dessus du scheduler. Et dans ce cas-là précis, je ne veux pas teaser dans le cas de la présentation d'après, mais dans ce cas-là précis, ça n'a pas fonctionné parce qu'à mon avis, il fallait qu'on le mette directement dans le scheduler. Mais le problème, c'est que pour faire ça, il faut déjà résoudre pas mal de problèmes d'avant. Et pour répondre à ta question, c'est clairement pas tout de suite la priorité. Maintenant, c'est clairement dans mon pipeline. Pas pour Liberty. Et dès que je peux le faire, je le fais, quoi, c'est clair. Ok, merci. Donc pas pour Liberty. Non. Merci. Merci. Bonsoir à tous. Donc, déjà merci pour l'invitation, mais Rowan vient de partir.
pas grave. Donc Antoine Cabot, je suis responsable du laboratoire Cloud Computing à l'IRT Bicom. Je vais vous présenter un petit peu après ce qu'on fait. Et puis David Tardivel, qui est ingénieur R&D dans mon équipe. Sylvain a eu la chance de ne pas avoir à présenter Red Hat. Malheureusement, je vais devoir le faire pour Bicom. Donc quelques petits slides corporate. Rapidement, l'Institut de recherche technologique Bicom, qu'est-ce que c'est? Alors ça fait partie du réseau des 8 IRT dont vous avez peut-être entendu parler, qui ont été créés dans le cadre des investissements d'avenir. En fait, l'État a décidé de créer 8 pôles technologiques. Donc on a l'aéronautique à Toulouse, on a à Grenoble les nanotech, etc. Et la Bretagne en fait a hérité de la partie numérique, notamment la partie orientée de télécom et réseau. Donc aujourd'hui, l'IRT, voilà quelques chiffres globaux. Donc, c'est un financement semi-public, donc 50% de fonds publics et 50% de fonds privés. 9 labos, 3 plateformes de R&D, etc. Je vais passer un peu rapidement là-dessus. On a 3 grands sujets qui sont les réseaux, la sécurité. Donc là, c'est plus tout ce qui est réseau, opérateur télécom et la partie cloud computing. Hypermédia qui traite plutôt la partie vidéo 4K, donc tout ce qui est encodage vidéo, réalité virtuelle, réalité augmentée. Et enfin la e-santé sur tout ce qui est application des 2 domaines précédents au monde de la santé. Globalement, la spécificité d'un institut de recherche technologique par rapport à ce qui existe déjà, c'est de pouvoir mettre en fait dans un seul campus 3 types de populations, donc des chercheurs qui viennent de sociétés privées, des universitaires et également des salariés en propre de l'Institut, et de mettre tous ces gens-là dans un même campus de façon à ce que ça phosphore un maximum. L'idée de l'IRT, c'est de faciliter le transfert du monde académique vers le monde industriel, donc favoriser le transfert d'innovations qui viennent de centres de recherche, adapter ces innovations au monde industriel et essayer de les valoriser sur le long terme. Aujourd'hui, les objectifs de l'IRT, c'est de valoriser les technologies à horizon 3 ans, donc ça a son intérêt pour la suite. Nous, on n'a pas un objectif de valorisation très court terme, on est plus sur du 2-3 ans de valorisation. Et après, en termes d'effectifs, l'IRT Bicom a démarré tout début 2013, et aujourd'hui, on est à peu près 200 personnes entre Rennes, Brest et Lannion dans cet institut de recherche technologique. Un mot plus spécifiquement sur mon labo. Donc, c'est 12 ingénieurs aujourd'hui qui travaillent sur l'optimisation des infrastructures de cloud. Donc, comme je vous le disais, on a plusieurs types de profils dans le labo et surtout on a 3 doctorants, donc c'est le côté vraiment recherche un petit peu plus long terme. 6 développeurs, 2 architectes logiciels, 1 DevOps. Et les technologies aujourd'hui sur lesquelles qu'on adresse, c'est OpenStack, Docker, pas mal, on travaille en agile, etc. L'idée, c'est vraiment d'avoir un process industriel adapté à du travail de R&D de fond. Et enfin, sur le sujet, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'après, on va y venir sur la partie Watcher, mais l'idée, c'est d'aller de partir du cloud computing et d'aller aujourd'hui vers le fog computing, donc tout ce qui est déplacer l'intelligence depuis les data centers vers les edge network, donc tout ce qui peut regrouper l'Internet des objets, etc., de manière assez large. Alors, ce que je voulais vous présenter avant qu'on attaque le détail du module, c'est un petit peu notre parcours du combattant avec OpenStack. Donc l'idée c'est de montrer qu'on est rentré dans le sujet en janvier 2014, donc ça fait pas très longtemps, ça fait moins d'1 an et demi, et qu'on a l'impression d'avoir eu une courbe de progression de ce type-là, avec tout un tas d'événements tout du long, donc c'est plus un retour d'expérience que je vous fais là. Donc on a commencé par une petite install DevStack au départ, ensuite on a fait un bench, parce que quand on a monté le labo, le choix OpenStack n'était pas forcément défini. Donc on a fait un bench d'autres solutions, à savoir CloudStack, Eucalyptus, VMware. Et on a regardé un petit peu ce qu'on pouvait faire avec les uns et les autres. Ensuite, il y a eu le Cloud Computing World Expo à Paris, où j'ai eu le plaisir de rencontrer Erwan à ce moment-là, qui m'a expliqué qu'OpenStack c'était la jungle, mais que c'était sympa. Donc on a dit bon ok, on prend. On a fait ce choix d'OpenStack autour de mai 2014. Bon, a priori, d'un point de vue transfert industriel, c'est quand même la solution qui nous semble la plus adaptée et avec la possibilité de faire beaucoup plus de choses que ce qu'on pouvait faire sur VMware. Et on a eu Gauvin d'Objectif Libre qui est venu nous faire un petit training sur comment contribuer efficacement à OpenStack. Donc 2 jours, merci Gauvin. C'est un petit training qui nous a mis un peu le pied à l'étrier.
Et à partir de là, on a commencé des vrais installs. Donc des installs d'abord sur 2 compute nodes. On a mis en place du Puppet. Avec le Puppet, on était au Puppet Camp, etc. Ensuite, on est monté un petit peu en puissance puisqu'on a, on a la chance dans l'IRT de pouvoir avoir notre propre infrastructure. Donc aujourd'hui, on a 8 serveurs à notre disposition sur lesquels on a monté une infra OpenStack avec 256 cœurs. Qui ne sert qu'à nous. C'est aussi l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de client dessus, donc on peut faire ce qu'on veut dessus. Ensuite, on a eu l'OpenStack Summit à Paris. Donc là, on a été en tant que visiteur, de façon pareille, à prendre un petit peu la température, voir en termes de communauté comment ça se passait. Et le constat qu'on a fait à ce moment-là, c'était un peu de dire, bon, finalement, contribuer sur l'upstream, ça va quand même être très compliqué. On est Bicom, on n'a pas une légitimité comme peut l'avoir un Red Hat ou même un Mirantis aujourd'hui. Donc, on va essayer de trouver des solutions alternatives à une contribution upstream. On a fait à ce moment-là une intégration de Quapi, qui est un petit module sur Ceilometer qui permet un petit plugin de Ceilometer qui permet d'aller récupérer les éléments de conso énergétique des serveurs. Donc, on l'a intégré et on a monté un petit POC qui nous permettait d'avoir un dashboard de l'ensemble de notre infrastructure avec des remontées de métriques en temps réel. On pouvait suivre directement dans le dashboard la consommation de notre cloud. Ensuite, on a continué à améliorer nos process en mettant en place pas mal d'outils à base de Docker. Donc, on utilise maintenant beaucoup Docker pour tout ce qui est déploiement d'images, intégration continue, continuous delivery, etc. Et enfin, on a fait un déploiement de 3 instances d'OpenStack interconnectées. Donc là, l'idée, c'est d'avoir 3 OpenStack indépendants sur nos 3 sites, donc Brest, Lannion et Rennes, puisqu'on a un objectif plus long terme de travail sur l'interconnexion de clusters OpenStack. Et enfin, on a attaqué le développement de Watcher, donc en tout début d'année. Voilà, et on va y revenir un petit peu plus en détail après. Et enfin, l'OpenStack Summit de Vancouver qui arrive dans un mois, où on a la chance d'avoir un slot de 40 minutes pour présenter Watcher du coup, à Vancouver. Alors, j'en viens rapidement sur les éléments qu'on prend en compte aujourd'hui d'un point de vue business. C'est qu'on voit que beaucoup de sociétés, alors là, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, hein. On voit que les sociétés aujourd'hui adoptent de manière assez large du private cloud et de l'hybrid cloud. On pense sérieusement que dans le private cloud, ça va être très bien, ça va être à base de VMware ou à base d'OpenStack, on verra bien, mais surtout, ça va être non optimisé. C'est-à-dire que quand les BU vont commencer à demander des ressources à la DSI qui fournit le private cloud, on va vite avoir des flavors très très importantes et aucun contrôle sur la façon dont ça va être géré. L'énorme avantage aujourd'hui d'un Amazon, c'est que si vous laissez votre VM tourner, il vous facture. Dans le cas d'un private cloud, il y a peu de chances que ça se fasse comme ça. Donc on sait globalement que ce ne sera pas optimisé. Et enfin, on sait aussi, en tout cas on parie là-dessus, que les private clouds, s'ils marchent demain, vont être de plus en plus importants, de plus en plus larges, avec de plus en plus de machines. Et donc, à un moment donné, il faudra fournir des outils d'automatisation pour gérer cette infrastructure de plus en plus importante. Un petit mot juste pour vous rappeler les bénéfices du cloud. Ça, c'est un schéma qui avait sorti Netflix, qui fonctionne intégralement sur Amazon, en disant, voilà l'intérêt du cloud, c'est que nous, aujourd'hui, on a nos pics d'utilisateurs qui arrivent le soir quand ils se mettent à regarder des films sur Netflix, et en fait, on a nos instances qui augmentent et qui réduisent en fonction de ce trafic. Donc ça, c'est la promesse du cloud, en tout cas du cloud public. Et donc maintenant, la question, c'est comment je vais pouvoir gérer cette dynamicité-là dans un cloud privé. Donc ce que l'on voit, c'est que de plus en plus, les workloads, en fait, les charges de travail dans les VM évoluent, elles bougent. Et également, on a cette notion de déplacer une VM d'un hôte à un autre. Donc tout ça, ça devient très très mouvant. Donc le constat qu'on fait, c'est que finalement, les placements type Nova Scheduler, comme l'a présenté Sylvain précédemment, ils trouvent un petit peu leurs limites. C'est-à-dire que ce qu'a présenté Sylvain, c'est basé sur du bin packing. Et nous, le constat qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus tellement adapté au fonctionnement en production d'un cloud. Donc, nous, ce qu'on propose dans cette histoire, c'est d'adapter en fait les stratégies de placement, tout en prenant en compte en fait ce que font les VM à l'heure actuelle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monitorer de manière la plus précise possible ce que font les VM, de façon à prendre des décisions d'optimisation.
L'objectif, vous l'aurez compris, c'est de réduire les coûts, puisqu'en fait, on va gagner en coût potentiellement de licence, en coût de hardware, en coût de supervision. Anticiper aussi des pannes, anticiper des systèmes overload, des problèmes de performance. Quand vous avez plusieurs VM qui font des accès disques sur la même machine physique avec des niveaux d'écriture très importants, automatiquement vous allez avoir des performance bottlenecks. La capacité de planifier des opérations de maintenance. Et enfin, en automatisant un maximum, on réduit aussi le risque de défaillance humaine. Voilà, je vais passer la parole à David. Voilà, bonsoir. Donc, un petit rappel sur Nova Scheduler, mais Sylvain l'a très bien expliqué tout à l'heure sur les limitations. Donc, en fait, Nova Scheduler, il se base principalement sur des contraintes de type basique. Donc, notamment, on le voit avec les différents filtres qu'on peut avoir pour choisir un host physique. C'est un placement que nous on appelle un placement statique. Sylvain l'a très bien dit tout à l'heure. On fait une image un petit peu de la plateforme tous les 60 secondes. Toutes les minutes, on fait une image. Il a dit quand on va prendre la décision de placer une VM sur un host, on peut avoir un décalage entre ce qui se passe réellement sur ce host au moment du placement et ce qui avait été pensé avant. Donc là, c'est la notion de statique. Et il y a une chose très importante, c'est que quand on va vouloir placer une VM avec des règles d'anti-affinité ou d'affinité, ces contraintes de placement-là, on ne les garde pas aujourd'hui dans Nova. Ce pas des données qui sont persistantes. Hein. C'est un gros problème, c'est quand on va avoir besoin de migrer une VM d'une machine physique vers une autre, ces contraintes d'anti-affinité ou d'affinité, on va les perdre. Donc cette information-là, aujourd'hui, on la perd. Donc voilà un petit peu l'état du scheduling dans Nova. Et donc pour répondre un petit peu à cette problématique, dans Watcher, ce qu'on veut mettre en évidence et ce qu'on veut essayer d'implémenter, ce sont trois choses. Pour nous, le placement, donc on va effectuer plus un placement de VM de type online, c'est-à-dire on va mesurer en temps réel ce qui se passe sur une plateforme. Donc là-dessus, on va utiliser des algorithmes qu'on appelle des algorithmes de machine learning et des algorithmes de méta-heuristiques pour en fait prendre en compte trois éléments. Le multi-objectif, c'est-à-dire qu'on peut avoir des contraintes de placement qui sont complètement contradictoires. On va prendre un exemple, j'ai besoin que telle VM aille avec telle VM, mais j'ai une limitation sur la RAM ou j'ai une limitation sur des CPU. Donc c'est des choses, ce sont des contraintes qui sont contradictoires, donc il va falloir les prendre en compte. Il va falloir également que nos algorithmes de placement s'adaptent très rapidement au changement dynamique d'une plateforme. Entre le moment où on va prendre la décision de déplacer une VM d'une machine à l'autre et le moment où on va exécuter cette action de déplacement, il peut se passer énormément de choses. D'accord ? Donc on a besoin en fait, dans nos algorithmes de calcul de placement, de pouvoir réinjecter en temps réel les dernières évolutions qui peuvent se produire sur une plateforme. Troisième élément, il faut évidemment que la prise de décision, la prise de calcul d'un host se fasse très rapidement. Donc il ne faut pas qu'on ait des algorithmes qui partent un petit peu en sucette parce que tous les 10 secondes, on réinjecte des nouvelles données et dit « Ah bah oui, ce que j'ai calculé, ça ne va pas, donc il faut que je recalcule. » Donc les algorithmes de type méta-heuristique ont prouvé qu'on peut avoir de la convergence assez rapide sur une prise de décision finale. Pour la partie, donc on va également utiliser pour la consolidation des métriques et des events qui se passent sur une plateforme, des mécanismes de type CEP, Complex Event Processing. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Et puis donc, nous, ce qu'on veut offrir dans le Watcher, c'est la possibilité de conserver les contraintes de placement initial sur les VM. Donc voilà, donc on va essayer, donc on va pas dire qu'on va complètement réinventer le Nova Scheduler, qu'on est mieux que Nova, ils n'ont rien compris. Non, nous on va rester très humble sur cette partie-là. Donc le projet Watcher, il va encore se dérouler pendant 1 an et demi, 2 ans. Donc nous, la première phase, c'est de dire, bon, le placement initial de VM, le Nova Scheduler, il le fait très bien. On va pas
on ne va pas redéfinir entièrement un nouveau Nova Scheduler. Donc la problématique de placement initial, donc un nouvel utilisateur a besoin d'une VM, on laisse cette problématique-là au Nova Scheduler à travers notamment le filter scheduler. Par contre, ce que nous, on va proposer, c'est à l'administrateur d'un cloud provider, c'est d'optimiser après le placement des VM, de voir si on ne pourrait pas déplacer des VM et pour que le coût que le coût de consommation d'un data center soit moindre. Donc on n'est pas sur le placement initial, on est sur l'optimisation sur la migration des VM pour consolider un petit peu tout ça. Comme on est super bon et donc et comme on va super bien réussir cette étape-là, la deuxième phase, c'est de dire si on arrive à pouvoir faire des migrations très optimales et à être super efficace, on verra bien, peut-être que dans les phases 2, on pourra à ce moment-là aborder le sujet de placement initial. Voilà. Donc voilà un petit peu comment nous, aujourd'hui, on se positionne par rapport à ce qui se fait au sujet du Nova Scheduling. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger dans le Nova Scheduling dans les prochaines releases, donc Kilo, Liberty et les autres. On voit bien que le Nova Scheduler, on a envie de l'extraire, d'en faire un service à part entière. Donc on va suivre de très près tous ces travaux-là et puis on essaiera de contribuer un petit peu à ça par nos travaux. Alors juste là, je vais vous présenter un petit peu l'architecture technique. Oui, pardon. Antoine. Ouais. Je vais reposer la question de Loïc. Ouais. En fait, la question de Loïc, c'était pourquoi cette stratégie en deux phases. Voilà, pourquoi commencer par la migration et pas par le premier placement? En fait, ça fait un peu partie de l'histoire de comment on a compris OpenStack. C'est que ce qu'on veut éviter autant que possible avec ce module, c'est de toucher l'OpenStack existant. Donc, alors, c'est vrai que Sylvain a dit tout à l'heure, c'est une simple ligne de config pour changer le scheduler, et pour le coup, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai on s'est positionné en disant vous avez un OpenStack qui tourne aujourd'hui, qui est configuré, vous en êtes satisfait, vous utilisez Nova Scheduler et ça marche. Nous, on vient grâce à un module tiers réoptimiser votre cloud a posteriori. On pense que cette position, ce sera plus facile à intégrer comme ça qu'en disant à quelqu'un qui a déjà déployé un cloud OpenStack qui marche depuis 6 mois, je vais vous remplacer votre scheduler. Voilà la position. Alors, on va juste une introduction à l'architecture de Watcher. Donc, ouais, je vais essayer de vous raconter une petite histoire. Donc, moi, je suis l'administrateur de mon cloud. Attendez, alors, hop, voilà. Alors, moi, je suis l'administrateur de mon cloud et en fait, j'ai besoin d'optimiser un petit peu l'ensemble de mes plateformes. Donc, ce que je fais, en fait, c'est donc on fournit Watcher une API qui va permettre notamment à l'administrateur de pouvoir déclencher un audit. Voilà, je veux auditer ma plateforme. Est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est utilisée de façon optimale, d'accord? Donc on va lui proposer la possibilité de créer un audit template. Un audit template, en fait, c'est le moyen de désigner en fait un but à atteindre. Et je veux par exemple faire un audit pour faire de la consolidation de machines virtuelles. Des machines virtuelles qui travaillent ensemble et qui se trouvent sur 2 data centers différents. Bon, ça induit de la charge réseau. Donc on va regarder si ces 2 VM-là, on ne peut pas les mettre sur le même nœud. On peut également avoir comme objectif de limiter la consommation de ressources ou d'optimiser la consommation de ressources d'énergie verte. Voilà, ce sont des buts à atteindre. Et on va également, dans le template d'audit, donner la cible sur quelle... Est-ce qu'on veut faire un audit sur l'ensemble de la plateforme ou est-ce qu'on veut faire un audit sur un agrégat, sur un groupe de compute nodes? Et puis on va également dire, voilà, cet audit-là, c'est très bien, mais je veux pas, on peut lui donner une deadline. Voilà, je veux que cet audit-là, dans 2 heures, il soit calculé. Donc voilà, donc un administrateur, il peut donner un certain nombre d'éléments dans son audit template. Une fois qu'il a créé cet audit template-là, il va pouvoir déclencher un audit de sa plateforme. Voilà. Et lui, ce qu'il attend, l'administrateur de la plateforme, c'est à minima recevoir un plan d'action recommandé. Il dit voilà ce qui serait intéressant de faire sur votre plateforme pour atteindre l'objectif demandé.
Et donc l'administrateur peut plus ou moins avoir le contrôle sur ce plan d'action. Nous, on imagine qu'il y a certains plans d'action qui pourront être déroulés de façon automatique. Et il y a d'autres plans d'action qui sont peut-être un peu plus critiques, où là, il faudra que l'administrateur ait le contrôle. Hein, voilà. Donc voilà, donc ça c'est un ensemble de commandes. Donc on imagine plein d'autres use cases, mais voilà, c'est un premier use case qui vous permettra de comprendre un petit peu vers où on veut aller. Alors, je me trompe de bouton. Donc voilà, donc tous ces éléments-là, tous ces objets-là, en fait, donc ils sont persistants dans la base de données Watcher. Et là, on va retrouver notre module Watcher Decision Engine. Donc c'est vraiment là qu'on va retrouver le cœur de l'intelligence de module. Et donc c'est là-dedans qu'on retrouvera nos différents algos méta-heuristiques. Donc c'est là que nos petits chercheurs, nos petits doctorants travaillent. C'est vraiment sur ces sujets-là. Donc ils font de l'expérimentation d'algos génétiques, des algos de colonies de fourmis, des choses comme ça, pour essayer de trouver, de définir des plans d'action d'optimisation de la plateforme. Donc voilà, donc c'est ce module Watcher Decision Engine qui est en charge de dérouler les algorithmes et pour trouver les meilleures solutions de placement. Ce module-là, il a besoin d'avoir des données en entrée. Hein. Donc, évidemment, on retrouve un bus de communication pour que les différents modules de Watcher puissent communiquer. Donc, je disais, donc, ce module Decision Engine, il a besoin d'avoir des données, des métriques en entrée. Donc, dans OpenStack, le module de base qui fournit un certain nombre d'informations utiles sur le célometteur. Donc, nous, on va y coller un Watcher Publisher qui permettra de collecter les métriques de célometteur, de pouvoir les injecter dans notre module de Complex Event Processing. On ne s'interdit pas non plus d'avoir d'autres publishers de métriques. On a, pour nos besoins, on a développé en fait directement dans le noyau Linux un nouveau module pour récupérer des métriques au niveau des disques. Voilà. Donc, on est à même à collecter un certain nombre de métriques sur les nœuds physiques et de les remonter dans une boucle de Complex Event Processing. Le Complex Event Processing, il a comme particularité en fait de récupérer un certain nombre de données, de les agréger, de bien les mâcher, de faire de la corroboration de données. Et donc, son rôle principal, c'est de détecter en fait des opportunités à très court terme sur des optimisations possibles. D'accord ? Tout ça, c'est basé sur du temps réel. Et le Complex Event Processing, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il nous sorte deux types d'informations. Des informations intéressantes pour les algorithmes de Watcher sur des mises à jour de l'état de la plateforme. Il y a un nœud qui s'est arrêté, il y a un lien réseau qui est tombé, on a rajouté un nouveau host, des choses comme ça. Et également, on a de pouvoir remonter des metric events. C'est des informations sur un workload qui vient de changer sur une VM, par exemple. On s'aperçoit qu'il y a des VM que tout d'un coup, quand on regarde les exemples de Netflix, on a des montées en charge dans la journée, puis des chutes. Donc des éléments comme ça, en fait, des événements sur les métriques, sur les consommations des instances, mais également sur les hosts, sur les disques. Tous ces éléments-là, en fait, le Complex Event Processing va les pré-mâcher et il va les présenter, il va les stocker dans du time series data, dans des bases de données time series data. Donc tout ça, on est encore sur du temps réel. Et ces données-là vont alimenter en fait les algorithmes de placement qu'on retrouve dans les Decision Engine. Un dernier élément qui est important, c'est les CLA. C'est les CLA utilisateurs. Ces données-là aussi rentrent dans les algorithmes méta-heuristiques pour essayer de trouver le meilleur host possible. D'accord ? Donc les CLA, c'est les CLA utilisateurs, c'est également des contraintes de type opérateur, des contraintes de type cloud provider. Une fois que les algorithmes en fait, ont récupéré toutes ces données-là, on va en fait définir une solution. Donc le Watcher Decision Engine va proposer des solutions d'optimisation de la plateforme.
Et ces solutions-là vont être prises en compte par ce qu'on appelle le Action Planner. En fait, le Action Planner, en fait, c'est lui qui va ordonnancer un petit peu la liste des actions à effectuer. Et cet ordonnancement-là, il peut être dépendant de la plateforme sur laquelle on est. Donc là, aujourd'hui, on est sur l'OpenStack. Il peut être dépendant des critères de sécurité, des choses comme ça. Donc l'Action Planner va créer le plan d'action à effectuer avec une liste de méta-actions. Les méta-actions, c'est je dois migrer une VM d'un nœud vers un autre. Je dois... oui. Bonjour, une petite question concernant les informations en entrée. Donc on a tout ce qui est métrique. Est-ce qu'il y a quelque part une entrée avec les ABAC, par exemple, de temps de migration d'une machine d'un nœud vers un autre, enfin ce genre d'informations-là? Alors on peut avoir ce genre de données. Ça me semble indispensable pour mettre en place des plans d'action. Si on dit on a telle machine qui est vide, mais on va mettre 15 jours à migrer la machine, ça peut ça va être le jet du deuxième slide. Je termine très rapidement. Donc, on a un plan d'action qui va ordonner en fait des méta-actions à exécuter. Donc, je dois migrer une VM d'un nœud vers un autre, par exemple. Hop. Et donc, en fait, on a un module. Donc, l'applier action, c'est lui qui va vraiment mettre en exécution le plan d'action et les actions. Et là, en fait, on a l'applier qui va pouvoir agir sur Neutron, Nova, Cinder, sur l'énergie. On pourrait également... Donc, nous, on imagine que on a envie de, par exemple, un cas d'usage, il y a un data center qui n'a que 2 VM qui tournent dessus, on voudra bien migrer ces 2 VM-là, il a arrêté pas le data center, mais arrêter le host physique. Donc voilà, donc on a un certain nombre d'éléments sur lesquels on va pouvoir agir. Voilà. Il faut noter que l'Action Planner et l'Action Applier, ce sont des choses que nous, on va proposer de base, mais on peut très bien imaginer que ce soit des sortes parties en fait, qui prennent en compte cette problématique-là. Le Decision Engine il définit un certain nombre de solutions. Ensuite, l'Action Planner et l'Applier, ça peut être provisionné, ça peut être implémenté par des solutions tiers. Bon, une fois qu'on a fait ça, excusez-moi, on va tout descendre, voilà. Une fois qu'on a fait ça, c'est bien d'apprendre de ses erreurs. C'est pas parce qu'à un moment donné, on a décidé de déplacer la VM d'un nœud physique A vers B qu'au moment où on va le faire, l'opération est toujours bénéfique. On a toujours, même si on essaie d'aller très 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 vite dans les prises de décision, on a toujours à un moment donné, il y a toujours un delta entre la prise de décision et l'exécution de cette décision. Donc en fait, on imagine également 2 choses. Le Watcher Logger, en fait, c'est un module. En fait, dans l'idée, c'est toutes les opérations qui s'effectuent au niveau de l'applier, de l'action plan, du decision engine sont stockées dans une base. Et on va timestamper toutes ces informations-là. Et également, et notamment au niveau de l'action applier, quand on va dire il faut détacher ce volume-là, puis le rattacher, toutes ces actions-là sont timestampées. D'accord ? Donc ça fait une masse de données importante. Et donc c'est ce module-là en fait qui va récupérer ces masses de données-là et essayer de calculer d'autres métriques pour de nouveau alimenter le complex event processing. L'idée c'est d'apprendre ce qui s'est bien passé, quel est le gain qu'on a eu ou qu'on n'a pas eu, et d'apprendre de ces erreurs pour ne pas refaire l'erreur d'après. C'est un peu ça l'idée. On a également un module de Watcher Prediction Machine Learning. Ça c'est pour anticiper. Hein, on a décidé, on s'aperçoit qu'il y a une solution qui a été définie et que donc il y a un certain nombre d'actions qui a été prises en compte et on s'aperçoit que ces actions-là sont super bénéfiques. Hein, ou on s'aperçoit que le problème peut revenir, redescendre comme ça. Donc on va essayer de prédire un petit peu et d'anticiper les besoins pour optimiser au mieux la plateforme. D'accord ? Voilà, et toutes ces données-là, en fait, on récupère. Donc voilà, tous ces donc le Watcher s'auto-alimente lui-même de ses propres données calculées. D'accord ? Et donc on repart dans une boule. Le Complex Event Processing récupère ces données-là et réinjecte en fait des nouvelles informations au niveau des bases de données. Voilà.
Alors, on le redit, on est sur un module, on veut vraiment pas avoir d'impact sur les composants corps. On n'a pas la légitimité aujourd'hui pour dire qu'on va casser le novasculaire. C'est pas le but. Hein. Donc, on se passe à côté. Et l'idée, c'est vraiment de faire d'autres fonctionnalités en plus du novasculaire. Donc là, on retrouve, le Watcher, c'est comme un module à part entière, donc il faut s'authentifier auprès de Keystone. Ce sera intégré en fait dans Horizon, et on propose déjà un CLI et puis une API pour pouvoir travailler avec le Watcher. Le Watcher, donc là on vous le présente dans le cas d'OpenStack, mais l'idée derrière le Watcher, c'est qu'on voudrait également qu'il puisse travailler sur d'autres types de plateformes IaaS. Donc c'est pas que de l'OpenStack. Donc là, ce qu'on vous a présenté là, c'est vraiment une intégration dans OpenStack, et il se pose la question comment on va pouvoir s'intégrer comme il faut avec le NovaScheduler. Si on fait également de la migration de VM, on adresse les mêmes problématiques. Donc ça, c'est des discussions qu'on aura avec Sylvain dans les prochaines semaines. Mais le Watcher peut être utilisé pour d'autres types de plateformes. On ne s'arrête pas qu'à OpenStack. Voilà. Alors, c'est un sujet, je travaille sur Ceph, le logiciel de stockage distribué, sur lequel il y a des problèmes de placement qui ressemblent. Oui. Et je me demandais dans quelle mesure vous aviez pensé à si ce serait utilisable, comment... On a quelle tête elle a, cette API? Est-ce que c'est facile ou est-ce qu'il faut vraiment être fort? L'API qu'on propose là? Oui. L'API d'un point de vue public, c'est très facile. Je définis un template, je crée un audit, j'ai un plan d'action qui est sorti, et derrière on va le dérouler. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question. On veut vraiment, on veut vraiment que ce soit un truc très simple. À l'intérieur, ça va être très compliqué. Mais on veut faire cet effort-là de proposer une API qui soit très simpliste, qui répond à un besoin. Voilà, j'ai besoin d'optimiser ma plateforme pour un but recherché. Donc, derrière, c'est les algos qu'on va mettre en place derrière qui vont être compliqués. Donc, je leur dis, on a deux doctorants qui bossent dessus. Ça fait déjà 1 an qu'ils sont sur cette problématique-là. Il y a beaucoup de documentation dans le milieu académique sur cette problématique de placement optimisé de plateforme. Donc voilà. Donc c'est vraiment à ce niveau-là que... Donc là, ce que je vais vous présenter, on va dire, c'est toute l'architecture, toute la coquille qu'on a mis en place pour notamment s'intégrer avec OpenStack. Mais le cœur du sujet, c'est... Il y en a deux. C'est les algorithmes de placement optimisés, et également être capable de bien profiler le workload d'une VM. C'est pas parce qu'on dit on peut très bien dire je déploie une VM qui va faire du web services, ok, très bien. Mais à un moment donné, si la VM à un moment donné elle fait du write intensif pour une raison X ou Y, il faut qu'on puisse détecter ce genre de choses. Parce qu'on va pas s'amuser. Parce que si on s'aperçoit qu'elle fait du write intensif pendant un petit moment, on va peut-être vouloir la déplacer et la mettre ailleurs sur des machines physiques qui sont peut-être plus adaptées à ce genre de... Donc voilà, donc le profiling de workload de VM, c'est également un sujet très au cœur de la solution Watcher. Voilà, je laisse le micro à... Oui. Oui, bonjour. Je suis architecte chez Safran, où on fait des turbines à gaz et des moteurs d'avion. Ouais. Ce que vous décrivez, c'est pas un Watcher, c'est un régulateur. C'est la régulation. En plus, vous faites plusieurs ordres. C'est un peu mon dada, la cybernétique et la régulation, mais vous êtes en plein dedans. Alors après, je comprends bien le placement marketing, le fait de ne pas vouloir empiéter. Voilà, tu réponds à la question. Mais non, mais c'est très bien. C'est juste que c'est pas vendeur. Donc ça, on peut travailler. Oui. Ça m'intéresse beaucoup. Alors moi, je suis sur la partie échange interapplicatif, bus de service. On fait du complex event processing, on fait du placement de charge. Et aujourd'hui, on va vers le cloud. On bosse un peu avec Red Hat, on commence à bosser avec des gens comme ça. On veut faire du container, du Docker, du microservice. Ouais. On va vers ça et on voit une convergence des sujets. Alors, on ne pourra peut-être pas utiliser les mêmes algorithmes. Par contre, on pourra utiliser vos algorithmes à ce niveau-là, au niveau de l'OpenStack. Ouais. Et nous, on aura le même genre d'algorithme au-dessus. Mm-hmm. Donc là, on va faire de la régulation à plusieurs niveaux. Ça va commencer à être vraiment sympa. Ouais. Voilà. Alors là, c'est... Alors, on l'a pas mis là, mais c'est là on parle de l'optimisation au niveau IaaS, mais on va également se positionner après sur du PaaS, sur du SaaS.
Et voilà. du process as a service. Et du process as a service, bon, exactement. C'est bien, on va tous dans le même sens. Ouais, donc c'est une problématique plus globale. Là, on adresse le premier niveau, c'est l'IAS. Hein, c'est là-dessus qu'on est, mais oui, effectivement. Et puis c'est une réflexion plus générale, Okay. Bien sûr. Ouais, ce qu'on garde à l'esprit, si j'élargis après au conteneur, c'est que l'idée, c'est que Watcher reste applicable à un environnement type Kubernetes ou du full Docker. On va pouvoir modifier le placement de tous nos conteneurs dans le système. Je fais un mot très rapide sur la roadmap. Donc, comme je vous le disais, là aujourd'hui en termes de développement, on est dedans. On a une démo à préparer pour Vancouver. Donc, ce sera, on va dire, une 0.1. Donc, on est vraiment en début de développement. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, il y a 2 éléments sur lesquels on est bon. C'est la partie algorithmie pure, parce qu'on a l'avantage de bosser avec vraiment des spécialistes côté monde académique. Donc, des gens de l'INRIA, etc., qui sont vraiment très, très pointus sur la partie algo. Et là-dessus, je pense qu'on a une valeur ajoutée. Il y a un deuxième point qui me semble important, c'est l'interco avec la communauté OpenStack. Je pense qu'aujourd'hui, on essaye, David l'a montré, d'être le plus possible en adéquation avec le développement d'un module OpenStack, on va dire state of the art. Donc c'est vraiment l'intérêt pour nous, il est de démontrer qu'on n'est pas seulement un institut de recherche, mais on a aussi une capacité à développer de manière industrielle un outil. Et par contre, il y a un élément sur lequel on est absolument nul, c'est qu'on n'a pas d'environnement de prod pour tester nos travaux. En fait, on a un environnement à nous, avec, comme je vous l'avais dit, 256 cœurs. Mais aujourd'hui, pourquoi on est là? C'est pour chercher des gens qui ont la volonté de déployer demain un private cloud et de tester ce type d'outil. Voilà. Ouais, justement, tu as vu, j'ai un chapeau rouge, tu ne peux pas me rater. Donc voilà, je passe rapidement sur la roadmap. L'idée, c'est rapidement d'arriver à trouver un industriel qui soit intéressé pour monter un trial sur Watcher avec un. Moi, j'estime que notre cloud de test aujourd'hui, avec 8 serveurs 250 cœurs, il est représentatif d'un petit private cloud, mais il faut aussi que notre outil passe à l'échelle. Donc, c'est important rapidement d'avoir des retours industriels. J'avais des retours encore la semaine dernière de CloudWatt sur Ceilometer. Donc voilà, il y a des choses où il faut qu'on soit prudent sur qu'est-ce qu'on peut utiliser ou ne pas utiliser dans un cloud OpenStack. Enfin, sur qu'est-ce qui arrive, donc je vous en ai déjà parlé, le talk à Vancouver, pour ceux qui auront la chance d'être là, c'est mercredi à 9h sur le Marketplace Theater, et la page wiki donc de Watcher sur l'OpenStack, sur le wiki public d'OpenStack. Et enfin, voilà, je vous en ai parlé, je finis rapidement. On a besoin de vous, on a besoin aujourd'hui de gens qui sont intéressés pour adopter cette technologie, même si elle est dans une première version, dans une bêta, etc. Parce que l'intérêt de l'Institut de recherche, c'est aussi de transformer vers le monde industriel assez rapidement. Donc voilà, le plus tôt sera le mieux pour faire la promotion de nos travaux. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou c'était... Oui. Attends, tiens. Le code est sur StackForge ou... Pardon, j'ai pas précisé, le code sera sur StackForge juste avant le summit. Ok, nickel. En fait, on attend de bétonner un maximum de choses pour être sûr de passer ça direct en une fois sur StackForge avant le summit. D'accord, merci. En fait, je suis désolé, je pense que je me suis mal exprimé lors de la première question que j'ai posée. Vous, en fait, compte, vous n'y avez pas répondu. Je ne vois pas dans quelle brique, je pense que c'est pris en compte, mais je n'arrive pas à comprendre où vous prenez en compte. J'ai bien vu que vous décidiez, dans un premier temps, avec votre algorithme, de prendre des décisions, X ou Y, par exemple le déplacement d'une machine, qu'a posteriori, vous vérifiez si ce déplacement était bénéfique ou pas, et que vous refaisiez ou pas la même action. Mais à quel moment vous prenez en compte 2 choses qui sont importantes pour moi? La première, c'est en termes d'exploitation, du coût en termes d'exploitation que va avoir votre action. Déplacer une machine, ça prend de la bande passante, du CPU, ça va monopoliser de l'écriture sur les baies. Et les retours d'expérience de ces actions-là. C'est-à-dire qu'on avait estimé une machine dimensionnée de telle manière, entre tel et tel site, que ça prendrait tant de temps. Il se trouve que ça a pris plus de temps, moins de temps, et voilà. Toute cette partie-là de l'action en elle-même, est-ce que c'est pris en compte quelque part? Alors en fait, c'est vraiment sur ce slide-là, je vais revenir dessus. Hop. En fait, c'est vraiment le logger qui, lui, va prendre l'ensemble des événements qui sont effectués. Et typiquement, sur une migration, le logger va être capable de loguer
le temps de migration d'une certaine image. Donc l'idée, c'est de partir de ce constat-là, de savoir que cette machine a mis tant de temps à migrer pour que la prochaine fois où on a besoin de migrer cette image-là, on sache à l'avance quel est le temps, quel est le coût de la migration. Alors ça demande largement à être affiné, ce logger. L'idée, c'est de dire on garde un maximum d'infos pour apprendre de nos erreurs. Et si effectivement une migration se passe mal, on essaiera de ne pas le refaire la prochaine fois. Avec les impacts en général sur toute l'infrastructure, en termes de réseau, d'écriture disque, etc. C'est là encore des infos qu'il faut qu'on récupère aussi de l'industrie, des besoins qu'il y a là-dessus. Je pense qu'un élément que David n'a pas mentionné qui me semble important, c'est qu'aujourd'hui on ne fait pas en automatique. C'est-à-dire que l'action planner, quand il a un plan d'action défini, il va le renvoyer dans Horizon et l'administrateur va dire ok, passe cette action, ne passe pas cette action, etc. Le côté autonomique, le côté comment je vais demain rendre mon cloud complètement autonome, on n'y est pas encore et ça va prendre un peu de temps. Vous avez un super complexe event processing. Est-ce que vous pouvez lui faire prendre en compte la réservation de ressources dont on parlait tout à l'heure? Oui, non, alors, ne se prononce pas. Aujourd'hui, le complex event processing ici, c'est du Riemann. Si tu connais on utilise Riemann ici, qu'on enrichit aussi, mais pour l'instant, c'est pas le cœur ça fait très bien le boulot en l'état. Peut-être qu'on l'enrichira demain, je sais pas. On a plein d'autres choses à développer par ailleurs. Juste pour rebondir sur le vrai problème de faire de la réservation. C'est faire de la réservation dans un environnement fini, c'est très bien, mais comme tu es dans un environnement qui n'est pas fini par définition parce que tu as d'autres utilisateurs qui peuvent faire d'autres requêtes, tu maîtrises pas la totalité de ton cloud. Le vrai problème, c'est que pour faire quelque chose qui soit un minimum bien et qu'il n'y ait aucune perturbation, aucune interférence, il faut que tu puisses maîtriser ton cloud de A à Z, ce qui aujourd'hui est un vrai problème, un vrai challenge. Peut-être avoir une zone d'accueil des futurs VM qui en fait, on a à l'époque, quand on avait fait le POC sur la réservation, on avait fait des agrégats avec un filtre qui séparait tout ça. Mais le problème, c'est que même en mettant un filtre sur ton filtre régulier, tu as des problématiques qui peuvent être liées au fait que tu maîtrises pas l'intégralité de ton truc parce que t'as pas l'actionneur, t'as pas directement la main sur l'actionneur qui est le scheduler. J'ai bien compris. J'expliquais juste avant, nous on fait de la régulation sur des moteurs d'avion, on peut pas tout prévoir non plus. Donc on travaille là-dessus. C'est le même genre de problème. Après on est d'accord. C'est faire des hypothèses et faire un modèle. Mais voilà, tout ça pour dire qu'effectivement il y a des limites et voilà. Ça peut être une approche. Parce que la partie planification, c'est une vraie valeur ajoutée. Là. Voilà. Bonne question. Eh ben, merci beaucoup.